Qui je suis d'abord, la première chose que je vais vous dire, c'est que j'ai 58 ans. Je dis ça parce que par rapport à la question de la liberté d'entreprendre ou la liberté ou d'être l'auteur de sa vie, etc., je ne voulais pas croire mon assistante par rapport à des collaborateurs qui devaient partir à la retraite et qui ne voulaient pas partir à la retraite, qui avaient 58 ans, 59 ans. Il me dit, tu sais, Pascal, j'ai vu beaucoup dans ma carrière des gens qui, à 60 ans, basculaient complètement et en fait, ils avaient envie de partir. Et j'y croyais pas et j'ai vu effectivement un certain nombre de collaborateurs qui ne voulaient pas partir et puis, je sais pas, ils avaient 60 ans et d'un seul coup, comme s'ils avaient le feu au cul, ben, ils avaient un rapport au temps qui reste qui est différent. Donc du coup, j'ai 58 ans et donc, ce n'est pas neutre, si vous voulez, dans mon approche philosophique des choses ou des questions que j'ai été amené à me poser. J'ai eu la chance de me les poser assez tôt grâce à un accident de voiture que j'ai eu quand j'avais 39 ans, où j'étais dans le coma et donc j'étais sur mon lit de mort. Donc, du coup, ça m'a posé la question, est-ce que j'étais content de ma vie? Et je me suis dit qu'un jour, j'aurai 98 ans sur mon lit de mort. Et donc, du coup, est-ce que je suis content? Est-ce que, Pascal, tu as été content de ta vie? Là, en ce moment, on peut se dire, est-ce que je suis content de ma vie? Parce on a le sentiment qu'on pourrait bouger le gouvernail à droite ou à gauche. Je me suis dit, mais quand j'aurai 98 ans et viendra cette question, je ne pourrai que constater, il sera trop tard. Voilà, donc cet âge de 58 ans n'est pas neutre. Donc moi, je suis ingénieur des arts et métiers, j'ai fait HEC et j'ai constitué un groupe qui s'appelle Groupe The Cat dans la mécatronique. On est 200 personnes, un peu plus, non, à peu près 200, parce qu'on a un peu réduit la voilure pendant le Covid. On fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est dans la mécatronique. On est divisé en 3 pôles. Un pôle numérique, on fait des objets connectés, des logiciels embarqués. On a un pôle de manufacturing dans l'électronique, on fait des cartes électroniques, des tiroirs, des armoires, et on va jusqu'à l'intégration de shelters, c'est-à-dire des cartes dans des tiroirs qu'on met dans des armoires, et les armoires qu'on regroupe ensemble dans des shelters là, qui sont partis, par exemple, là, en ce moment, pour faire la télévision numérique terrestre du Mali. Et puis, on a une société qui s'appelle SAPLM, que Hervé connaît bien, à Angers, où on fait des systèmes de manutention, d'aide à la manutention, de la cobotique, c'est-à-dire de la robotique collaborative, ou de l'assistance à la manutention. Et puis, on a une société aussi où on fait des verres de lunettes. Voilà. Donc, on a à la fois dans le groupe des sociétés que j'ai rachetées, des sociétés que j'ai créées et des sociétés que j'ai rachetées, soit comme Mercogénère à la barre du tribunal qui était en difficulté, ou des sociétés qui étaient une bonus. Voilà. Et le groupe, je l'ai créé en 2005, donc il y a maintenant 16 ans que j'ai créé ce groupe. Voilà, j'en suis le seul actionnaire. Et j'avais eu avant une expérience où on était 2 actionnaires à 50-50 dans mon jeune temps et on avait 500 personnes et qui a mal fini avec une dissension forte d'actionnaires, avec un système qui était autobloquant à 50-50. Et quand c'est autobloquant, ben, à un moment donné, ça finit pas très bien. Voilà, donc ça, c'est une partie de ma vie. Et la deuxième partie de ma vie, c'est toujours peut-être l'esprit scientifique, j'ai toujours cherché à réfléchir sur la vie, sur les choses, à comprendre le monde. Donc, j'ai lu quand même pas mal de choses, aussi bien sur le temps, sur la mécanique quantique, sur la relativité, aussi bien que sur la psychologie, sur le cerveau. Moi, j'ai toujours cherché à comprendre des choses et donc j'ai toujours eu une approche systémique. C'est-à-dire comprendre des systèmes, comprendre le système économique, comprendre les choses. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Et donc, du coup, j'ai toujours géré mes sociétés comme ça. Mais comment ça marche, cette entreprise? Vous voyez, donc je suis à la fois l'acteur et je suis en dehors. Je suis à la fois dedans et à la fois dehors mes entreprises. Et donc, du coup, à un moment donné, dans ma vie, j'étais amené à voyager pour suivre un ami qui voulait retrouver ses racines en Algérie. Et il m'a dit, Pascal, je ne pourrais pas y aller sans toi. Donc, on est allé dans le désert du Hogar avec des Touaregs. Et donc, du coup, ça m'a donné ce goût-là. Et puis, ça, c'était il y a très longtemps. Et puis, après, j'ai divorcé en 2005, l'année où j'ai recréé le groupe. Après mon dépôt de bilan d'une partie de l'ancien groupe qui a explosé à cause de cette association autobloquante. Et donc, du coup, ben, j'étais tellement malheureux que je suis parti avec Terre d'Aventure et puis j'ai fait l'ascension du Toubkal avec un groupe. Et donc, du coup, ça m'a donné goût aux grands espaces. Et je me souviens, quand j'étais revenu de Toubkal, j'avais appelé ma mère en disant, finalement, je suis un peu moins français et beaucoup plus citoyen du monde. Voilà, ça m'a donné ce goût-là. Et puis après, j'ai fait le Mont Blanc, et qui me paraissait un truc incroyable à faire. Et puis finalement, c'était assez facile. Et puis, je me suis mis dans une idée de dire, bah, finalement, j'aime les voyages. Et à un moment donné, quand j'ai acheté des sociétés, parce qu'aujourd'hui, on a 11 sociétés dans le groupe, à la troisième, je me suis dit, mais en fait, on apparaît comme sociétés séparées et je voulais qu'elles apparaissent comme une seule société, comme un groupe. Et donc, du coup, il m'a fallu créer le nom du groupe
Et comme à ce moment-là, j'étais fou dingue amoureux d'une femme qui était avec quelqu'un et qui me menait en bateau depuis 2 ans, il a fallu que je me parte le plus loin possible parce que émotionnellement, je n'étais pas bien du tout. Et je me suis dit, voilà, quel est le point le plus loin où je pourrais partir? Et je me suis dit, le point le plus haut, c'est le pôle Nord. Et donc, du coup, je suis parti au pôle Nord à la fois pour me sauver moi-même de mon emprise émotionnelle qu'avait cette femme sur moi, qui était une voie sans issue, et à la fois aussi pour créer le groupe The Cat. Et je suis parti avec dans ma poche l'idée de planter le drapeau du groupe, le nom de mes collaborateurs, donc commencer à créer une histoire autour du drapeau du groupe et faire un événement à la fois pour promouvoir le groupe à l'extérieur, faire naître le nom, donc faire naître le groupe, emmener le nom de mes collaborateurs sur le drapeau et donc faire un acte de communication. Voilà, vous voyez, donc du coup, il a commencé à se mélanger, comme on est tous en tant que professionnels, en tant qu'entrepreneurs, à la fois le personnel et le professionnel. Et une fois que je suis allé au pôle Nord, suite à ça, j'ai fait un film, j'ai commencé à donner des conférences, et donc du coup, ça a commencé à me nourrir, à partager mon expérience. Et comme je suis quelqu'un qui réfléchit, je me suis dit, mais comment ça se fait que finalement, j'arrive à dégager du temps pour aller au pôle Nord? Comment ça se fait que mon corps et mon esprit sont capables de faire ça? Et donc, je me suis intéressé beaucoup à ce qui se passait dans ma tête, alors que j'avais des gens comme mon frère, par exemple. Je lui ai dit un jour, pourquoi tu ne vas pas à l'APM? C'est très enrichissant. Il me dit, non, mais je n'ai pas le temps. Non, c'est impossible pour moi. Et je me souviens que je disais la même chose. Donc, j'ai essayé de réfléchir, qu'est-ce qui a fait que pour moi, c'était possible de faire des expéditions et comment c'était possible, alors qu'il y a quelque temps, ça me semblait impossible. Voilà. Tu vois, j'ai déjà changé mon vocabulaire. Je disais avant, c'est impossible. Et a posteriori, je me disais, ça me sentait impossible. Je pensais que c'était impossible. Donc, voilà un peu l'histoire que j'ai. Puis après, j'ai accéléré, je suis en Amazonie. Et puis, toujours dans le cadre du groupe et mon goût des grands espaces, je me suis mis dans la tête de faire les 7 Summits, c'est-à-dire les sommets les plus hauts de chaque continent, avec une allégorie pour le groupe extrêmement importante, pour dire comme on est un groupe technologique, eh bien, les hauts sommets représentent la high-tech, donc du coup, chaque sommet représente pour le groupe la haute technologie. Et puis, comme c'est un groupe où on a besoin, comme les coûts de recherche et développement sont très élevés, eh bien, il fallait qu'on s'internationalise, c'est-à-dire qu'on vende à l'export. Et j'ai dit, finalement, en allant conquérir les sommets les plus hauts de chaque continent, c'était une symbolique pour dire le groupe doit aller à l'international. Oui, technologie internationale, 7 Summits sur tous les continents. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire la Concagua en Argentine. Puis, j'ai fait le Vinson en Antarctique, sur le continent blanc. Et puis, après, j'ai fait l'Elbrus en Russie et le Kilimanjaro en Afrique. En Russie, en fait, c'est l'Europe. L'Elbrus, c'est le plus haut continent de l'Europe. Ce n'est pas le Mont Blanc, mais c'est l'Elbrus à 5006, identifié dans la chaîne du Caucase comme étant l'Europe. Et j'ai tenté cet hiver de faire l'Everest, puisque les conditions météo m'ont imposé de faire demi-tour. Plutôt la décision du guide et du patron des Sherpas m'ont imposé, avec une autre fille, dans notre groupe de 5, on n'était plus que 2 en lice, et ils nous ont imposé d'arrêter contre notre volonté et notre avis. Voilà. Donc, du coup, je suis là devant vous aujourd'hui, une fois que cette présentation est faite. Donc, je partage ma vie maintenant en essayant de partager ce que la vie m'a enseigné. Et je travaille sur un module pour l'APM où j'aimerais construire une expertise, parce que j'ai modélisé pas mal de choses sur la façon de gérer sa vie. J'ai écrit un ensemble de théories, j'essaierai de les populariser en écrivant un ouvrage de psychosophie, c'est-à-dire de mélange de psychologie et de philosophie, avec un thème qui s'appelle « Être l'auteur de sa vie par le déplacement de soi ». Le déplacement n'étant pas le déplacement physique de soi, le déplacement physique n'étant qu'un moyen, mais le déplacement plutôt de sa propre vision de soi-même, autrement dit, la gestion de son cerveau et de se découvrir soi-même aux limites. Et donc, du coup, le déplacement de soi qui veut dire comment je déplace mes propres limites, y compris la limite de dire on est marre de ce mari ou de cette femme, et la limite, c'est de dire comment j'arrive à prendre l'envie, pas l'envie, mais la décision de faire effectivement, de passer à l'acte d'un divorce que j'ai envie de faire depuis des années, mais que je n'ose jamais faire. Je dis ça, mais ça peut être lire la Bible ou n'importe quoi. Je prends cet exemple-là. Ou alors de vendre mon entreprise, ou alors de moins travailler, ou de m'extraire un petit peu de mon entreprise pour avoir de la liberté à côté. Donc, voilà l'homme que je suis. Et donc, du coup, je prends beaucoup de plaisir. Et c'est pour ça que quand Sonia m'a sollicité, j'étais d'accord. D'abord, de cœur, parce que j'ai contribué à monter le CDM à son époque. J'ai passé pas mal de temps avec Bruno-Henri Lévesque à ce moment-là. Et donc, je m'aperçois que j'aime beaucoup passer du temps. Pardon, Sonia? Oui, alors je ne sais pas si c'est chez toi ou si c'est chez moi. On a beaucoup de coupures.
Ah, vous avez des coupures, Hervé, Stéphane et Guillaume? Ouais. Oui, parce que moi, j'ai du signal, mais je ne sais pas. Ouais, en plus, je ne le vois pas. En plus, Ouais, j'identifie ça pas. démarrait bien, etc. Mais là, elles étaient plus fréquentes. C'est pour ça que je me suis permise de… Alors, Tu as si tu raison. peux juste reprendre il y a 30 secondes. Oui, je disais qu'au bout du compte, voilà, je prends maintenant du temps, je prends plaisir à prendre du temps à partager, pour vous dire, à partager ce sur quoi j'ai réfléchi. Hein. Je suis en train d'écrire un ouvrage de psychosophie, de psychologie. C'est un terme un néologisme que j'ai mis au point, qui est à la fois de la philosophie et de la psychologie, et pour pouvoir avoir ce déplacement de soi, donc le déplacement de ses propres limites. Comment j'arrive finalement à passer moins de temps dans mon entreprise, comment j'arrive à divorcer alors que j'en parle depuis des années que je ne le fais pas, comment j'arrive à voyager alors que je n'ai pas le temps de le faire. Voilà, en fait, c'est le propre limite interne. Et donc, je travaille sur un thème qui est être l'auteur de sa vie par le déplacement de soi. Voilà où j'en étais. Et donc, du coup, je suis là avec vous pour essayer de vous faire partager ce que j'ai appris, ce que j'ai réussi à conceptualiser. On n'a pas le temps, évidemment, en 1 heure ou même 50 minutes de parler de tout ça. Et j'ai dit à Sonia, moi, ce qui me plaît le plus, ce n'est pas de parler de ce que j'ai appris, mais c'est plutôt de partir de vos envies à l'Everest. Je peux vous parler pendant 2 heures de l'Everest, je peux vous parler pendant 2 heures du pôle Nord, je peux vous parler pendant 2 heures de mon expédition d'Amazonie, je peux vous parler de ce que je fais dans mon groupe. Et ce que j'ai dit à Sonia, moi, ce qui me semble le plus riche, en plus, on a l'avantage d'être que 3 plus 2, c'est de répondre à vos questions, à vos interrogations. Parce que vous voyez, j'ai écrit pas mal de poèmes, vous pouvez les voir sur mon site, hein, quand j'étais à l'Everest, des haïkus, hein, qui sont des poèmes assez exigeants, puisqu'ils doivent être extrêmement courts pour donner une idée. Donc voilà, moi je suis plutôt à votre disposition. Alors peut-être qu'on peut parler de la réponse à vos questions que Sonia vous a posées. Hein. Ce n'est pas ma question à moi, c'est la question de Sonia. Ou alors on embraye directement sur vos questions. Et moi je pense que c'est ça, je suis sûr comme ça d'être le plus vrai par rapport à vos interrogations. Ouais, je vais réafficher aussi les réponses parce qu'il y avait une question dans les réponses aussi. Juste, j'ai vraiment pas fait mon boulot et désolé Pascal. Donc, c'était pour les autres aussi. Pascal est cofondateur aussi du CDM. Donc, tu es à l'initiative de ce regroupement de dirigeants industriels. Et le clin d'œil, c'est qu'aujourd'hui, le 30 septembre, c'est aussi l'anniversaire de la signature de la convention du CDM en 2005. Et donc, je trouvais que c'était aussi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Donc, en tout cas, merci Pascal. Je vais réafficher donc les réponses parce que je pense que c'est… il y a déjà une question dans les réponses aussi. À moins que vous voulez commencer à tirer et que vous avez vraiment des questions super brûlantes à poser à Pascal. Sonia, effectivement, je préfère les questions. On a ça, bon, je pourrais parler, mais je ne voudrais pas faire de la philosophie de comptoir, si vous voulez. Je voudrais vraiment que Hervé, en plus on a la chance d'être en petit comité, Stéphane et Guillaume repartent avec quelque chose peut-être qui leur tient à cœur dans des interrogations qu'ils ont. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai donné une conférence auprès de 72 chefs d'entreprise à Martigues. Hein, il m'avait contacté et une femme est venue me voir après la conférence et j'avais projeté mon film Grand Nord. D'ailleurs, je vous engage, si vous ne l'avez pas vu, à regarder ce film Opération Grand Nord sur YouTube au calme. Qui est un film assez inspirant et assez philosophique sur cette expédition. Et je me souviens, donc j'avais présenté mon film, et après, il y a des jeux de questions-réponses. Et une femme vient me voir après, elle me dit, vous savez, monsieur de Noël, dans la salle, il y avait un médecin, et il était survolté, et il est parti en disant, cette fois-ci, j'ai compris, ce livre, je vais l'écrire. Et vous voyez, moi, ça m'a nourri parce que je me suis dit, il n'est même pas venu me voir, cette personne, hein, mais ça veut dire que j'avais déclenché chez lui quelque chose pour le passage à l'acte de quelque chose qui lui tenait à cœur, dont il rêvait certainement depuis de nombreuses années. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je suis là pour répondre à vos questions, à des choses qui vous sont assez profondes. Le thème qu'a choisi Sonia, un peu avec mon influence, je lui ai dit, écoute, moi, Sonia, j'ai aucune leçon à donner à personne, ce n'est pas mon style. Il y a un thème qui m'est cher, c'est la liberté de l'entrepreneur au sens, on dit toujours que les entreprises sont des femmes très jalouses, nous accaparent. Et donc, du coup, comment on fait voilà, en tant qu'entrepreneur pour avoir quand même un peu de liberté ou une plus grande liberté pour exister aussi à côté de son entreprise et notamment quand on a un certain âge après, pour ne pas passer d'un seul coup à 60, 65 ans, à une rupture brève où
d'un seul coup, on passe sans activité à côté et on fait un AVC dans les 2 ans et une déprime. C'était le week-end dernier à quelqu'un que je chéris beaucoup, à qui j'ai acheté son entreprise il y a 16 ans et qui est à peu près en dépression nerveuse depuis 14 ans, en me disant, Pascal, je m'ennuie, de toute façon, qu'est-ce que je suis vieux, qu'est-ce que je suis vieux, qu'est-ce que je suis vieux. Et à chaque fois, je dis, mais non, tu n'es pas vieux, tu verras dans 10 ans, tu te diras, qu'est-ce que j'étais jeune à ce moment-là. Donc, on est toujours jeune par rapport à demain, on sera plus vieux. Et vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans mes contacts, de voir quelqu'un qui a fait que bosser toute sa vie. Certes, il a une vie à l'aise, il a une très belle propriété, mais en fait, ça fait 15 ans qu'il s'ennuie. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis là avec vous et que j'ai dit à Sonia que je choisissais ce thème. Donc, à vos questions, chers amis. Guy. Une première question, Pascal. Tu nous as décrit donc ton groupe comme étant le seul actionnaire de l'ensemble des entités et du groupe. Est-ce que c'est le fruit d'une réelle volonté d'indépendance et quelque part, si je fais un peu de provocation, est-ce que ce n'est pas aussi peut-être une source d'insatisfaction de ne pas peut-être faire partager le capital à l'ensemble de tes collaborateurs, vu que tu es plutôt enclin à les emmener avec toi et à faire valoir les valeurs de ton groupe? Excuse-moi Stéphane, ça a coupé sur la deuxième partie, donc j'ai compris la première partie de la question. C'est un peu dommage, la techno, des fois, ça ne marche pas très bien. La volonté d'être tout seul. Oui, et est-ce que ce n'est pas quelque part une source de déception de ne pas être en mesure de partager le capital de son entreprise avec les collaborateurs dont on sent que tu sais très facilement les emmener avec toi dans ton aventure, et l'aventure d'entrer au capital, c'est aussi un élément fort d'adhésion de ton personnel. Comment est-ce que tu expliques qu'aujourd'hui tu sois le seul actionnaire? Est-ce que c'est le fruit d'une volonté, ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas réussi à avoir suffisamment d'adhésion et d'entrain de tes collaborateurs? Oui, alors moi d'abord, très jeune, il y a un article qui va paraître bientôt dans les Échos et c'est ce que je répondais aux journalistes. Je lui disais, très jeune, j'ai toujours voulu être un homme libre. Voilà, j'ai toujours voulu être libre. La liberté était pour moi très, très importante. Et en fait, je me suis aperçu que je ne voulais pas être libre, je voulais être riche. En fait, pourquoi je voulais être riche? Pas pour être riche, parce que vous voyez, je suis en jean et t-shirt au boulot, n'importe où, et puis je n'ai pas beaucoup de besoins finalement. Puis j'aime pas trop paraître à l'extérieur, donc du coup, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai jamais eu tellement besoin d'argent, mais j'ai eu besoin d'argent pour être libre. Et être seul actionnaire était aussi pour moi une liberté, d'autant plus que j'étais, comme je te le dis, je me suis associé à un moment donné à un ami, alors qu'en fait, j'avais 100% du capital et je lui ai donné 50%. Quand je lui dis je lui ai donné, on a tapé simplement dans la main pour me dire qu'il me devrait du fric. Et quand tout s'est cassé la figure de sa faute, parce que les banquiers sont venus me voir pour que je le vire, je lui dis, voilà, quand est-ce que tu me rendras l'argent que tu me dois? Il m'a dit, mais non, je ne te donnerai rien. Donc, vous voyez, moi, je suis cet homme-là qui faisait confiance, capable de taper dans la main. Et donc, je crois que ça m'a profondément échaudé pour avoir d'autres personnes à mon capital. Donc, du coup, la volonté d'être seul à mon capital est une vraie volonté. Et comme je suis quelqu'un de profondément humaniste, j'ai trouvé, je pense, le moyen d'emmener mes collaborateurs dans des histoires. J'avais un grand-père qui racontait beaucoup d'histoires et je pense que je les ai emmenés en racontant une histoire, l'histoire du groupe, l'histoire du pôle Nord, l'histoire d'aller avec moi, l'histoire de votre nom qui flotte, qui a flotté au pôle Nord, et de les inspirer et de les emmener comme ça, d'appartenir comme ça. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt des collaborateurs qui m'ont dit à plusieurs reprises, on aimerait rentrer au capital, et j'ai dit non. J'ai dit non parce que je me suis dit, s'ils viennent, je vais être emmerdé. Il va falloir que je rende des comptes, il va falloir que je fasse les trucs à l'heure, Et du coup, pour moi, c'était plutôt une limitation de ma liberté, une obligation de me justifier. Des fois, je ne suis pas forcément toujours très rigoureux. Donc, du coup, toi, l'Assemblée générale d'actionnaires, c'est tenu dans l'encrier un mois après ou 2 mois après. Et donc, du coup, voilà, toi, ce côté liberté et ce côté échaudé a fait que c'est plutôt moi qui dis non, je ne veux pas. Là, je suis en train de discuter avec le top management pour dire est-ce que je les intègre à mon capital. Voilà. On pourrait presque interpréter ce que tu viens de dire, Pascal, comme une privation de liberté que tu leur imposes pour ne pas te priver de la tienne, quelque part. Parce qu'on pourrait voir l'intégration de tes salariés ou de tes managers au capital comme la possibilité de leur donner une liberté supplémentaire à eux, non?
Je ne suis pas sûr, tu vois, que la participation au capital donne une liberté, parce que la première chose, c'est d'abord que tu mettes de l'argent dedans. Donc, et deuxième chose, comme tu es actionnaire et que tu as des dividendes, pourquoi on intéresse le top capital, enfin le top management au capital, c'est souvent pour les fidéliser, pour pas qu'ils partent. Donc, c'est plutôt une entrave à leur liberté de rester en libre conscience parce que ce qu'ils font les intéresse et d'être intéressés aux résultats. C'est plutôt une technique pour moi, moi je suis un mec direct, hein, c'est plutôt une technique de manipulation pour pouvoir se fidéliser des gens plutôt qu'ils partent. Donc, du coup, je ne suis pas sûr que je leur offre de la liberté. Je leur offre du confort, je leur offre de l'intérêt, je leur offre de la valorisation de leur potentiel. De la liberté, ce n'est pas sûr. Ils ne seraient pas plus libres, si tu veux, en étant actionnaire chez moi, en ayant 2-3%. Au contraire, ils seraient en train de se dire, si je veux partir demain, comment je m'en mépare? Quelles sont les règles qui font que j'ai de la liquidité sur mes actions? Je le vois, mon frère est intéressé à sa boîte et il dit bah non, si je pars, j'ai des règles qui font que je vais être complètement dévalorisé dans la vente de mes titres. Donc, du coup, il faut au moins que je reste jusqu'à cette date-là. Alors, je vais être provocateur un petit peu. Tu as raison, c'est ce qu'il faut. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'ils seraient plus libres de te dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu fais? Alors, tu as raison, Guillaume. C'est que moi, j'adore, il y a quelque chose que j'adore, c'est co-construire une vérité supérieure. C'est-à-dire que j'ai mon point de vue, c'est vraiment la démarche scientifique par excellence. Tu as ton point de vue, une démarche philosophique, et je t'écoute vraiment. Et maintenant, je suis vraiment dans cette démarche d'écoute active, c'est-à-dire si cette personne a cette vision-là, il l'a construite, elle est différente de la mienne, il a des bonnes raisons pour le faire. Donc, c'est-à-dire qu'il a un point de vue, un parcours de vie qui fait qu'il a cette vision différente. Donc, du coup, ça m'intéresse de m'enrichir de cette vision différente et de co-construire une vérité supérieure, c'est-à-dire que par l'échange, essayer d'arriver à un point commun entre ma position et la sienne et d'avoir finalement, d'être un petit peu au-dessus du sujet, chacun grâce à son point de vue. Donc oui, tu as raison, au contraire, moi je suis très provocant, tu sais, face à mes collaborateurs, je leur dis, tiens, là j'ai complètement merdé, pour les mettre à l'aise, pour les inviter à me contredire. Si tu te places sur un piédestal, comme les politiques n'ont jamais tort, qui ont toujours tout fait bien, bah, au bout du compte, qu'est-ce que tu fais? Tu finis par plus voter. Et tu finis par avoir des collaborateurs qui disent plus rien. Et puis, à un moment donné, ils s'en vont parce qu'ils ne peuvent jamais donner leurs contradictions. Donc, je suis assez d'accord aussi avec ce que tu dis. Alors, honnêtement, je vais être un peu égoïste. Dans ce que je professe là, et je m'adresse aux chefs d'entreprise, c'est de dire, moi, comment j'ai fait, je ne suis plus salarié depuis très longtemps. Et finalement, dans ma carrière, j'ai été au total, je crois, 3 ans ou 4 ans salarié dans toute ma vie. C'est plutôt pour dire, voilà, comment je fais pour être libre en tant qu'entrepreneur. Voilà. Moi, j'estime que pour mes salariés, j'essaye de leur offrir autre chose. J'essaye de leur offrir ce que j'appelle le groupe The Cat est un lieu de réalisation pour vous. Voilà. Vous venez chez moi pour pouvoir vous réaliser. Et je leur dis, moi, ma responsabilité en tant que dirigeant du groupe, c'est d'écrire une histoire collective au niveau du groupe. Et ma responsabilité, c'est de faire en sorte que toi, tu écrives ta propre histoire. Et ça, c'est en particulier la tienne. Tu vas faire 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans dans le groupe The Cat. Et quand tu partiras, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu partes avec ça. Quand tu seras plus tard à la retraite, dire tiens, chez le groupe The Cat, voilà ce que j'ai accompli. Voilà. Pour moi, ça, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est comme ça que je nourris mes collaborateurs. Plus qu'en argent sonnant et trébuchant d'actionnariat, toi, Stéphane, ou en rémunération. Des fois, je dis à mes cadres, je dis oui, les groupes, de toute façon, c'est tellement inintéressant et tu ne sais même pas pour qui tu bosses qu'en fait, ils payent des putes, quoi. Autrement dit, ils survalorisent les salaires pour les garder parce que s'ils les payaient normalement, comme dans une PME, ça ferait longtemps que les gars seraient barrés parce que finalement, ils ont une telle petite point de vue dans un gros paquebot que c'est tellement pas intéressant. Heureusement que vous êtes payés. Donc moi, j'essaie de nourrir avec de la valeur de projet, de la valeur de sens, de la valeur humaine. Et t'est-il déjà arrivé qu'un de tes collaborateurs vienne te solliciter en disant moi j'ai un projet, financez-le, un projet qui pourrait ressembler à à l'un de ceux que toi tu as mené? C'est arrivé, mais pas souvent. C'est arrivé une fois et je dis écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, le truc a avorté. Non, je suis très open. J'adore l'entrepreneuriat, si tu veux. J'aimerais, d'ailleurs, je dis à mes collaborateurs, j'aimerais que tout le monde soit un entrepreneur, y compris un entrepreneur, un intrapreneur. Mais je constate, c'est une qualité qui n'est pas… Les gens dans la tête, si tu veux, c'est comme la République française. Tout le monde voit ce qu'il faudrait faire, tout le monde voudrait réformer, mais surtout que ça ne le touche pas lui-même. Et donc là, c'est pareil, c'est entreprendre, c'est très facile, mais au bout du compte, pas tant que ça. Et je vais te donner une chance que j'ai eue.
J'étais avec Éric Descamps, qui est un polytechnicien et qui faisait de la recherche, et après, il est passé guide de haute montagne, et je l'ai vu, il travaillait sur le management. J'ai vu à cette occasion-là. Et j'ai fait le Mont Blanc avec lui, et Éric disait qu'il y avait une différence fondamentale. Il raconte, quand il a fait l'Everest la première fois, à 150 mètres du sommet, il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour en disant « Je ne sens pas la neige ». Et forcément, dans le groupe, tu as ceux qui acceptent la décision du chef, et d'autres. Et il y avait un gars dans cette cordée qui disait attendez, ça fait, j'ai payé 50 000 euros, ça fait 2 mois qu'on est là, et à 150 mètres du sommet, le guide me dit les gars, on fait demi-tour, je ne sens pas la neige. Si tu veux, le mec, il dit mais attends, c'est pas possible. Et il a eu un acte de management extraordinaire, Eric Descamps. Il a dit à ce gars-là, il a dit écoute, va devant et dis-moi ce que tu en penses. Et à ce moment-là, le gars il a fait 20 mètres, il est revenu, il dit ouais, effectivement, je ne sens pas la neige. Alors, quand Éric Descamps dit ça, je comprenais qu'une partie de ce qu'il me disait. Et Éric m'a fait un cadeau énorme quand on a fait le Mont Blanc. On était 3, j'étais dernier de cordée. Je suis assez solide, donc on met en général en dernier de cordée le plus solide. Et lui, il ouvrait la route. Et j'avais un ami qui était au milieu. Et arrivé sur les crêtes à 2 km de haut, il y a 2 km de crête pour aller au sommet, il dit Pascal, passe devant. Et là, j'ai compris la totalité de la portée de ce qu'il disait. Et je m'en sers en management. Parce que quand vous êtes dernier ou au milieu, vous suivez le guide. Vous êtes dans les pas du guide. Vous ne vous préoccupez pas trop. Vous ne faites que suivre. Alors que d'un seul coup, quand je me suis retrouvé devant, tu n'as pas de trace devant. Et tu ne sais pas si ça va suivre derrière. Tu ne sais pas si tu vas trop vite. Tu ne sais pas l'état mental des gens. Et toi, tu n'as rien devant. Donc, est-ce que ça va s'ébouler? Est-ce qu'on va se casser la figure à droite, à gauche? À quel endroit je ne m'aime pas? Et d'un seul coup, tu as un monde entier qui s'ouvre à toi. Voilà. Et donc ça, tu vois, c'est très différent, pour répondre à ta question, entre l'envie des gens qui ont envie d'être entrepreneurs et de passer à l'acte de l'entrepreneuriat, parce que quand tu es tout seul devant sur ton projet, eh bien, ce n'est pas facile. Et moi, je m'en sers souvent en management, toi, de cette allégorie-là, de cette expérience-là. Et souvent, d'ailleurs, en politique, quand les gens disent « ouais, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça », je dis mets-toi en position. Demain, tu es président, tu fais quoi? Ah ben je fais ça. Ah, tu fermes les frontières. D'accord, tu fermes les frontières. Donc, du coup, tu n'exportes plus en Allemagne parce que les Allemands vont aussi fermer leurs frontières. Ah, j'intègre l'Allemagne. Ah, d'accord, tu intègres l'Allemagne, mais les Allemands, ils exportent beaucoup. Donc, eux, ils ne voudront pas fermer les frontières. Donc, tu fais comment? Et en les mettant en position à la façon de Socrate, tu t'aperçois que les gens, ils se déballonnent. Donc, voilà, c'est un peu long, un peu de digression sur ma réponse, si tu veux, mais tu vois, j'ai des demandes comme ça, elles sont très rares. Et quand tu cherches à les aider à passer à l'acte, c'est là, il faut vraiment les aider. Et tu t'aperçois que entrepreneuriat, il faut être un peu taré, il faut miser, il faut tenter, il faut risquer. Et puis après, tu as aussi madame ou monsieur à la maison quand il s'agit d'une femme, et puis tu as des enfants, et puis tu as la notion de risque, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas, et plein d'angoisses qui remontent, et au bout du compte, les gens font rien. J'essaye, moi, de les aider. Hein. J'aime bien les entrepreneurs, donc j'aime bien les aider. Je rebondis un petit peu sur l'entrepreneuriat. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut s'apprendre ou est-ce que c'est une qualité innée ou voilà, tout le monde, quoi, il y a des personnes qui, ça ne les intéresse pas d'être entrepreneur aussi? Oui, mais je pense que moi, je vois dans les collaborateurs, il y a des gens qui fonctionnent très bien en étant autonomes. Il y a des gens qui sont énormément stressés si tu les laisses autonomes. Ils ont besoin d'être guidés. Donc, entrepreneur, c'est pareil. Pour moi, on n'est pas entrepreneur. Je pense que pour être entrepreneur, il faut avoir une envie. Tu vois, moi, c'était une envie de liberté. D'autres, ça va être une envie de gagner de l'argent. D'autres, ça va avoir une passion pour un produit ou un marché et qui vont les attirer, les entraîner. D'autres, voilà, c'est le cas de ma femme, elle était dans une toute petite boîte il y a 20 ans et ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient 5, je crois, 3 ou 4, je ne sais plus combien. Et puis le mec a rencontré une nana et puis du jour au lendemain, il a dit tiens, je m'en vais, je me barre. Et elle s'est retrouvée toute seule et il dit écoute, tiens, je te donne les parts de mon entreprise qui restent parce que moi, je me barre. Voilà. Donc, elle n'avait pas vocation à être entrepreneur, mais s'est retrouvée entrepreneur et ça fait 20 ans qu'elle est entrepreneur. Je pense qu'il y a autant de cas de figure pratiquement que d'hommes. Tout à l'heure, tu as dit quand même que pour être libre, il faut de l'argent. Pour être quoi? Libre? Pour être libre, il faut de l'argent. Alors, c'est une vraie question philosophique. Ça, c'est ce que je me disais quand j'étais jeune. L'argent est aussi une prison parce que l'argent, potentiellement, t'en veux de plus en plus. Hein. Il suffit de regarder un sondage. Quand vous demandez à quelqu'un au SMIC combien il faudrait pour qu'il soit à l'aise, il dit 40% de plus. Vous demandez à un cadre combien il faudrait pour être plus à l'aise, il dit ouais, à peu près 40% de plus. Le problème, c'est quand vous regardez ça, vous posez la question à un milliardaire combien il faudrait pour être à l'aise, il dit 40% de plus. Donc, du coup,
Et c'est pour ça que des fois, quand j'ai des cadres qui sont à 40 000, 45 000, je dis, bah, tiens, je m'en sors pas. Je dis, mais comment fait le mec qui est à côté de toi, qui est au SMIC et qui lui non plus, il ne s'en sort pas? Donc, du coup, en fait, on adapte ses moyens. Donc, du coup, la liberté est aussi une prison. Et en plus, quand tu as de l'argent, j'avais un proverbe chinois, j'étais marié dans ma vie à une chinoise, et c'était beaucoup de proverbes de Confucius. Et j'en ai retenu un, il disait, pendant que les riches comptent leur argent, les pauvres chantent. Pendant que les riches comptent leur argent, les pauvres chantent. Je connais des gens qui ont de l'argent et leur problématique, c'est putain, mais attends, Pascal, retour à l'inflation, est-ce qu'il faut passer de l'argent? Enfin bref, leur argent est un problème et est une autre prison. Donc, je ne sais pas s'il faut de l'argent pour être libre. Moi, c'est ce que je disais à l'époque. On est quand même dans un monde, pour moi, l'argent était la liberté parce que c'est aussi un moyen de faire. C'est un moyen d'acheter une boîte, c'est un moyen de résister en tant qu'entrepreneur, de résister à un Covid, par exemple, parce que j'ai du cash. C'est un moyen de dire, bah, écoute, je vais faire de la R&D, de la recherche et développement parce que j'ai du cash. Il y avait une étude d'HEC qui était sortie il y a quelques années qui montrait que les entreprises qui réussissaient mieux que les autres, c'est celles qui avaient de la trésorerie. Quand tu as de la trésorerie, tu peux oser, tu peux prendre des risques, puisque de toute façon, tu sais que tu as un backup. Alors que quand tu es la gorge en trésorerie, tu dis, ouais, j'aimerais bien faire ça, mais ouais, mais si ça ne marche pas, donc du coup, ça t'inhibe ta décision. Donc, je pense que l'argent, pour cette question-là, effectivement, a un rapport assez étroit avec la liberté. Oui, Pascal, quelque part, parle beaucoup de liberté. On pourrait imaginer tout un tas de… Je ne t'entends pas, Hervé. Tu peux recommencer? Je recommence. Tu parles beaucoup de liberté. On ressent quand même deux axes forts qui sont à la fois ton groupe et tes voyages qui sont là en plus des dépassements physiques et des dépassements de soi personnels, en plus des dépassements de l'âme. Mais quelque part, cette liberté, elle ne part pas dans tous les sens. Le groupe est constant, le groupe est en progression, mais tu ne rachètes pas une boutique tous les ans, ou tu n'en revends pas une tous les ans. Tu es assez constant quand même dans ces choix. De même, dans les défis que tu te proposes pour fédérer le groupe, il y a un fil conducteur qui est tout à fait évident. Donc, est-ce que tu as la sensation d'exercer ta liberté dans le champ que tu veux, ou est-ce qu'il y a encore d'autres champs que toi, tu n'oses pas encore explorer? Alors, tu as raison, Hervé. On s'aperçoit qu'il y a un livre que j'aimerais lire, que j'ai sur mon étagère depuis à peu près 10 ans, je ne sais pas si le thème est bon, je ne connais pas le contenu, mais qui s'appelle La déconstruction, écrit par un philosophe qui s'appelle Derrida. Et il n'est pas facile de se déconstruire. On a ses habitudes, et y compris moi. Tu vois, ça fait un certain nombre d'années. Ma mère m'a dit, Pascal, je crois il y a 5 ans, elle m'a dit ça, mais Pascal, je ne comprends pas, tu n'as jamais autant travaillé alors que tu avais dit qu'à 45 ans, tu serais rentier. Et je m'en suis sorti par une pirouette, je lui ai dit, mais maman, je suis rentier, puisque j'ai de l'argent et je choisis d'être entrepreneur. Mais au fond de moi-même, je savais que je me mentais à moi-même. J'étais ça pour la rassurer, mais au bout du compte, est-ce que j'ai écrit toute l'histoire que je veux avec Groupe The Cat? Pas complètement. Donc, du coup, je veux continuer cette histoire-là. Mes expéditions, c'est vrai que j'ai fait de l'Amazonie, c'est vrai que j'ai fait du désert, c'est vrai que j'ai encore des projets. Et puis, le temps n'est pas extensible à l'infini. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai mes propres limites. J'ai repoussé mes limites d'une façon considérable. J'ai beaucoup appris sur moi en repoussant mes limites. Et je vous invite à repousser vos limites. Parce qu'on apprend beaucoup sur soi. Mais oui, Hervé, tu as raison. Je n'ai pas… il y a même des années que je me dis, mais est-ce que je serais capable d'arrêter de travailler? Là, il se trouve, j'ai rencontré une femme il y a 2 ans sur laquelle ça faisait 56 ans que je la cherchais, donc je l'ai trouvée, et on s'est trouvés, et qui est entrepreneur aussi. Et donc, du coup, là, ma vie me fait dire, je veux passer moins de temps sur mon groupe. Donc, j'ai recruté un directeur général sur SAPLM, et je veux ne plus être que président du groupe. Donc, tu vois, ça fait quand même 10 ans ou 5 ans, un minimum 5 ans, que je dis, mais attends, comment je peux faire pour encore moins travailler? Alors, c'est vrai que déjà, je passe à peu près 2 à 3 mois, on pourrait dire, pour mes collaborateurs en vacances, autrement dit, pendant lequel je ne travaille pas. Ce qui est déjà pas mal quand on regarde par rapport à piloter un groupe, surtout que je n'avais pas de DG il n'y a encore pas longtemps, sur aucune structure. Donc, j'arrivais à piloter 8 structures en direct.
dans un organigramme assez plat. Donc du coup, mais je me mettais des freins à recruter, mais pas vraiment. Donc oui, on a cette adhérence à la décision, cette adhérence à la vie qu'on a. Oui. Tu vois. Et quelque part, la liberté, j'entends beaucoup parler de retraite, d'arrêt de travailler, de je travaille ou je ne travaille pas, je travaille trop, je ne travaille pas trop. Moi, j'ai eu 61 ans la semaine dernière. La question s'est posée. La réponse est simplement, je veux dire, c'est pas de travailler, travailler, ce qu'on appelle travailler en entreprise, exercer nos métiers de différentes façons. Il faut avoir la liberté de le faire. C'est un endroit, moi, où j'exerce, où je me découvre, où je fais des choses nouvelles, où j'apprends. C'est un endroit follement excitant, beaucoup plus excitant que mon jardin pour lire un bouquin de temps en temps. C'est pour ça, Hervé, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de jugement de valeur. Je dis simplement, est-ce que j'ai le temps de prendre du recul sur ma vie et qu'au lieu de me poser la question à 80 ans ou à 98 ans en disant, putain, mais qu'est-ce que j'étais con, en fait, j'ai fait que bosser. En revanche, si tu dis, j'ai fait le choix parce que ça a été la passion de ma vie et à chaque fois, chaque année, je me suis remis en cause. Est-ce que je continue? Ouais, parce que j'adore ce que je fais et je préfère ça que d'être dans mon jardin. Ça, c'est un choix actif. Et tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur. Et moi, je pense que c'est ça. Moi, je trouve que j'aimerais avoir plus de temps pour écrire mes livres, pour avoir plus de temps pour pouvoir donner aux autres, tu vois, finir mon expertise, de passer du temps avec l'entreprise pour leur dire sur cette expertise que j'ai montée sur être auteur de sa vie. Moi, c'est plutôt être en conscience avec soi-même. Je n'ai pas de jugement par rapport à l'entreprise. Moi, je vais te dire mon choix, lequel il est. J'ai décidé de ne pas prendre ma retraite. Je n'aime pas du tout ce mot-là, parce que la retraite, hein, je pense à la retraite de Russie. En gros, je me retire du monde. Donc, je n'aime pas ça. Moi, j'ai décidé de continuer dans mon groupe, mais pas en être le prisonnier. C'est-à-dire d'avoir la présidence, de continuer à inspirer les valeurs, de continuer à le présider, de continuer à décider de la stratégie, de ne pas être un opérationnel pour avoir suffisamment de temps pour mes expéditions, pour écrire. Voilà, tu vois, c'est ça. Et moi, c'est mon choix à Pascal de Noël. Ce que je dis, c'est que est-ce que chacun d'entre vous, et toi, Hervé, tu dis, ben moi, je fais ce choix-là parce que ça me passionne. Et souvent, je m'aperçois que, quelle que soit la passion ou ce qu'on fait, souvent, ça s'hypertrophie sans avoir pris le temps de regarder les autres options que j'ai au fond de moi-même cachées. Ce que les psychologues appellent cet enfant qui est au fond de nous, qui crie, qu'on entend pleurer au fond du puits, mais qu'on recouvre, on ferme le puits pour ne pas l'entendre pleurer. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on est vieux parce qu'on n'a plus de rêve et qu'on fait les choses par habitude, parce qu'on n'ose pas s'affronter soi-même sur des trucs qu'au fond de nous-mêmes, on aimerait faire. Moi, c'est ça, si tu veux, qui me semble important. S'interroger sur ses motivations profondes et oser aller se les confronter. Pas forcément abandonner. Voilà, il arrive un moment aussi où il faut savoir se dire dans les différents choix des possibles que j'ai traversés dans ma vie. J'ai choisi cela et au bout du compte, j'ai choisi cela parce qu'il me convenait et parce qu'ils m'ont apporté, ils m'ont fait plaisir, enfin ils m'ont construit tel que je suis. Et il y a plein d'autres personnes qui ont d'autres champs possibles, d'autres envies. Ce n'est pas du tout une liberté que de pouvoir aller dans leur champ à eux, puisqu'ils ne te conviennent pas à toi. Exactement. Pour moi, la liberté la plus essentielle, et l'aliénation, pour moi, la plus terrible, c'est de faire les choses par adhérence à la décision, par adhérence à ce que je faisais l'instant N-1. Et donc, je continue sur ma lancée, tu sais, comme un bateau qui avance et qui finalement ne se fixe pas un cap. À partir de là, tous les caps et toutes les vies sont bonnes. Si c'est un choix où je prends du recul, tiens, finalement, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu vois, cette fameuse question, dire, ben, tiens, qu'est-ce que je fais de ma vie? On appelle ça, tu sais, les vœux. Qu'est-ce que je fais en 2022, tu vois, quand tu es au premier de l'an? Et c'est ça, en fait, que j'invite à faire et de passer à l'acte. Parce que j'entends trop souvent de gens, si tu dis, oh là là, putain, ma boîte, je fais que bosser, je fais que bosser, je fais que bosser, et qui se plaignent de ça. Et là, je me dis, là, il y a un problème. Ce n'est pas la même chose que de dire, putain, ce que je fais dans ma boîte m'éclate et j'adore ma vie. J'ai une petite question. Tu es très autodéterminé. Tes collaborateurs
te suivent et tu fais tout pour les inspirer, pour les guider, pour le moment de la vie qu'ils partagent avec toi dans l'entreprise. Qui est-ce qui t'inspire toi ou qu'est-ce qui t'a inspiré pour cadrer, pour définir ton autodétermination? C'est marrant, j'aime bien ta question, Hervé, parce que d'abord, je n'y ai jamais réfléchi, mais il y a un truc que je sais. Ça va peut-être te paraître, j'aime pas la réponse que je vais vous faire parce qu'elle va paraître prétentieuse et je ne suis pas quelqu'un de prétentieux, mais au bout du compte, je m'aperçois que personne ne m'inspire. C'est un peu terrible en disant ça parce que ça fait prétentieux. Tu vois, par exemple, j'ai des gens qui disent « Ah, tiens, Pascal, est-ce que tu lis Mike Horn? Est-ce que tu lis, comment il s'appelle, Sylvain Tesson est-ce que tu… » Et en fait, je leur réponds toujours la même chose, je ne veux pas lire et entendre Mike Horn. Pourquoi? Parce que automatiquement, moi, j'étais habitué à être compétiteur, hein, que ce soit au handball, que ce soit en athlétisme, et je vais me positionner par rapport à lui en me disant, putain, lui, il a fait ça, moi, je vais faire ça. Tiens, il a fait ça, tiens, je suis une bure, donc je suis moins bon. Et en fait, je n'ai jamais voulu être pollué par les exploits des uns des autres. J'ai peur de ça, en fait, d'être pollué. Donc, du coup, j'ai fait les trucs comme je sentais, au moment où je le sentais. Et tu vois, j'ai l'honnêteté de vous dire, et je me suis aperçu que quand j'ai traversé l'Inde en vélo, c'est la même histoire. J'étais une femme dont j'étais assez amoureux quand même. J'étais allé habiter à Toulouse alors que mes affaires sont là. J'étais même très amoureux. Et je lui dis, OK, je vais aller habiter à Toulouse. Et un jour, j'étais à Nantes. Justement, je donnais une conférence et je reçois un texto. Tiens, j'ai mis tes affaires dans un carton. Je les emmène demain chez ta sœur. Et alors que là, sans préavis, si tu veux. Et donc, du coup, j'avais mis sur mon agenda 15 jours de vacances avec elle 2 mois plus tard. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est pareil, pour me sauver, je suis parti. Je dis, écoute, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait. Je voulais traverser le Madagascar. Et puis, comme c'était 2000 km, je dis, bah non, je n'arriverai jamais à pied. Donc, du coup, je vais le faire en vélo. Et puis, mon assistante m'a dit, ah, Pascal, n'y compte pas de faire Madagascar en vélo. Il y a la peste bubonique, il y a des mafias, tu ne traverseras jamais. Donc, j'ai regardé le globe où il y avait 2000 km pour faire. Et c'est comme ça que j'ai fait Bombay-Calcutta, enfin, Calcutta-Bombay. Et donc, tu vois, ça a été plutôt c'est comme les poèmes, si tu veux. Soit là, en ce moment, je n'écris pas de poèmes parce que je suis en mode rationalité. Je me suis aperçu que pour créer des poèmes ou sortir de soi, il faut de l'émotion. Soit de l'émotion négative par la douleur, ce qui m'a fait voyager, soit de l'émotion positive parce que tu as envie de donner à quelqu'un, tu as des émotions envers quelqu'un, une femme ou de l'amitié. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a inspiré. C'est pas des gens. Quand j'étais jeune, j'admirais Björn Borg, par exemple. Ça, c'est quand j'étais jeune. Là, je me souviens, je regardais les matchs de tennis en tenant la raquette de nez qu'il avait, tu vois, en me disant, waouh, c'est incroyable. Mais après, non, je fais les choses comme je le sens et comme ça vient. Moi, Pascal, j'avais une question autour de l'échec. Tu nous as parlé de différentes choses dans ton parcours et un échec notamment avec l'association avec ton ami là, qui s'est mal terminé, duquel tu as réussi à tirer des leçons, en tout cas, tu as fait les choses différemment par la suite. Est-ce que tu peux nous parler de la sensation de l'échec de la montée de l'Everest? Parce que là, je n'ai pas senti que tu l'avais digéré, celui-là. Mais parce que tu as raison, Guillaume. Alors, j'ai créé un aphorisme. Hein. Vous voyez que j'ai besoin de temps parce que j'ai créé aussi des aphorismes sur lesquels je voudrais écrire l'aphorisme et la pensée philosophique qui va derrière, qui dit « si l'échec est une opportunité de transformation ». Moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais de regrets. Et donc, du coup, je suis toujours tourné vers le futur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais demain? Tu vois, par exemple, quand quelqu'un me parle de mon accident de voiture, je me dis, putain, j'ai pas eu de bol parce que ma ceinture de sécurité n'a pas fonctionné, que mon airbag n'a pas fait, que j'ai perdu l'odorat, que j'ai perdu une oreille et j'aurais dû être paralysé. Je retiens, je dis, j'ai eu de la chance d'avoir un accident de voiture, ça m'a permis de me projeter sur mon lit de mort. Quand je dis sur le groupe, j'avais un groupe de 500 personnes et j'étais ruiné, je suis reparti à zéro et j'ai fait les 3D, un dépôt de bilan, dépression, divorce. Mais aujourd'hui, je me dis, ben ouais, grâce à ça, et ça m'a coûté peut-être des millions d'euros parce que je suis reparti de zéro. Mais je me dis aujourd'hui, ben ouais, ça m'a permis de, finalement, voilà, en divorçant, c'est vrai que c'était nul, j'aimais ma femme, mais je voulais une autre vie. Et puis finalement, cette autre vie, je l'ai achetée, je l'ai construite. Et donc, du coup, je n'ai pas de regrets parce qu'on ne peut pas revenir. Donc, je regarde que devant. Tu vois, c'est une façon de traiter l'échec. L'échec, tu vois, quand j'ai traversé l'Islande la première fois, d'est en est, 750 km, avec 21 kg sur le dos, en autonomie totale, tente et bouffe. Et l'Islande, je vous engage à y aller, hein, c'est un endroit merveilleux parce que c'est un endroit très sauvage où je rencontrais personne, où très très peu de monde, en tout cas quand tu coupes par le centre de l'Islande. Et 2 jours avant la fin, j'ai pris la décision d'arrêter. Donc pour moi, c'était compliqué, mais c'est moi qui avais pris la décision. Et en fait, je me suis dit, mais Pascal, tu te rends compte,
J'ai une copine qui m'a dit, un jour, Pascal, il faudra que tu apprennes à abandonner. Et du coup, je me suis dit, tu te rends compte, Pascal, c'est incroyable. Tu as réussi parce que peut-être je mettais ma jambe en danger, j'ai réussi à arrêter. Donc, tu vois, j'ai pris le côté positif de cet arrêt. Sur l'Everest, c'est beaucoup plus compliqué pour deux raisons. D'abord parce que pour l'instant, c'est le premier sommet que je n'ai pas réussi à faire. De tous les sommets que j'ai tentés, je les ai tous faits. L'Everest, c'est quand même une grosse machine où ça te demande 1 an d'entraînement physique et je m'étais beaucoup entraîné, plus 2 mois sur place. Donc, c'est un investissement considérable, mental et physique. Et troisièmement, parce que la décision m'a été imposée et elle était injuste et stupide, sans prendre en compte ce que je voulais. Et surtout que quelques jours avant, ou même quelques semaines, le guide me disait, Pascal, tu sais, si le Sherpa veut faire demi-tour, impose ta volonté, c'est ton sommet. Sauf que le jour venu, on nous a imposé, Christine Vaugondi et moi, parce qu'en fait, on était 5, et il y en a 2 qui ont été héliportés, qui ont été ramenés pour des questions de santé, qui ont été évacués pour des questions de santé, un qui a abandonné, cassé par 3 nuits sous vent très violent, 3 nuits et 3 jours sous vent très violent, et qui fait que ça lui a cassé le mental, hein, littéralement cassé, en disant, mais non, je ne suis pas là pour ça, c'est trop dur, ma famille s'inquiète, etc. Enfin bref, rentre des processus que j'ai connus en partie, mais que j'ai su arrêter. Donc, on n'était plus que 2 et on nous a dit d'arrêter. On nous a même interdit de rejoindre une autre équipe pour monter au titre que problème d'assurance, enfin bref, des conneries. Donc, oui, c'est difficile. Maintenant, tu vois, quand je parle de l'Everest, c'était une incroyable aventure humaine qui mérite. Et il faudrait que je prenne le temps d'écrire un livre parce que c'était extrêmement riche d'enseignements sur ce que sont les hommes et les femmes en milieu contraint. Et en milieu contraint, c'est comme quand tu joues au handball, quand tu fais du sport, tu as quand même du mal à tricher. Tu peux toujours tricher sur les réseaux sociaux, tu peux tricher quand tu ne fais que parler, mais quand tu es soumis à la réalité du corps, à la réalité physique, c'est déjà beaucoup plus difficile de tricher. Et en montagne, en tout cas l'Everest, les gens deviennent dingues. Voilà, donc c'était une extraordinaire aventure. Donc oui, c'est un échec parce que je n'ai pas su convaincre, parce que je n'ai pas su travailler à travers les mailles, parce que je n'ai pas su choisir l'équipe. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas encore digéré. Et puis, le demi-tour a été fait que le 29 mai, si tu veux. Donc, tu vois, juin, juillet, août, septembre, pour être très franc, j'ai entendu un explorateur qui disait je ne pars pas maintenant plus d'1 mois et demi parce que quand je pars plus d'1 mois, la fois où je suis parti plus d'1 mois et demi, j'ai eu du mal à revenir. Et l'Everest, ça a duré 2 mois et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à revenir. Beaucoup de mal à avoir encore envie de bosser. Beaucoup de mal, voilà. Donc, si tu veux, tout ça contribue effectivement, mais je l'ai déjà absorbé, l'échec. Tu vois, aujourd'hui, je parle de l'Everest de façon détachée. Quand on me pose la question, est-ce que j'y retournerai? Je dis, bah, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'au bout du compte, est-ce que j'ai pris beaucoup de plaisir? J'étais avec des gens qui sont mal comportés, des gens bien qui se sont comportés comme des cons parce que l'enjeu, parce que l'émotion, parce que la montagne. Voilà, moi, j'adore avoir cette liberté, tu vois, quand tu traverses l'Islande ou l'Inde en solo et que tu fais 9 heures par jour de vélo. En Islande, il y a un jour, j'avais fait 17 heures de marche, 17 heures de marche avec 21 kilos sur le dos, tu vois, 75 km, c'était monstrueux. Mais j'étais tout seul, j'avais la liberté de le faire. Cet été, j'ai fait avec mon frère, j'avais moins de liberté. Je lui ai dit, tiens, on va passer à travers le désert, tu vas voir, c'est fantastique. Il m'a dit, bah non, tu ne te rends pas compte, si jamais il m'arrive quelque chose, qui c'est qui pourra venir? Parce qu'on sera loin de toute route, loin de tout. Donc déjà, tu as moins de liberté. Mais j'avais la satisfaction de partager avec mon frère. Voilà, donc du coup, voilà, l'échec, non, moi j'essaie toujours de tirer un enseignement positif. Voilà, c'est une vraie caractéristique de comment je fonctionne, c'est toujours de dire qu'est-ce que j'ai appris. Voilà, et là j'ai appris sur l'Everest, si je refais l'Everest, je choisirai mon équipe, j'essaierai de faire par la face nord, par le côté chinois. Et Donc, puis tu tu vas vois, le refaire. Tout à l'heure, tu as dit que tu n'étais pas sûr, mais en fait, si. j'en sais rien, je ne sais pas. Puis tu sais, le problème quand tu vas à l'Everest, tu n'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Je suis très amoureux d'une femme et qui est très amoureuse de moi. Et tu t'aperçois que quand tu fais ça, les autres souffrent pas mal. Ils souffrent du manque, ils souffrent de la peur de te perdre. Et tu vois, j'ai une pensée nouvelle qui ne m'était jamais arrivée jusque-là. Quand je suis allé au pôle Nord, on pleurait avec ma mère et ma mère me dit, écoute, tu as toujours eu la vie que tu voulais avoir. Donc, du coup, bien sûr,
je veux que tu reviennes, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que tu as eu la vie que tu voulais avoir. Tu vois, ça, c'était le discours au pôle Nord. Aujourd'hui, donc ma mère a beaucoup souffert de ça. En plus, j'avais failli mourir au pôle Nord. Hein. J'étais tombé dans la glace avait rompu et puis je m'étais retrouvé sous l'eau. Là, tu vois, quand on m'a imposé le demi-tour à l'Everest, une partie de moi, l'homme social, était content en disant au moins je suis sûr de revenir. Voilà. Donc, tu vois, pour toutes ces considérations, non, sincèrement, la décision n'est pas prise. Et tu as d'autres envies d'aventure, si on exclut l'Everest, d'autres projets? Mais écoute, je veux, et je parle presque au passé, je ne sais pas encore, je voulais traverser le Groenland à pied, mais sans guide, en étant moi-même mon propre guide. C'est ça que j'aime beaucoup. Hein. C'est ça la vraie aventure, c'est quand tu es face à toi-même. Enfin, la vraie aventure. En tout cas, moi, j'adore cette aventure quand tu es face à toi-même. Tu fais la navigation, tu gères tous les risques et tout. Et je suis revenu de l'Everest avec cette idée-là, avec Bernard Muller, qui était notre guide et qui l'a fait. Et je lui ai dit, Bernard, est-ce que tu crois que je peux le faire tout seul, etc. Mais enfin, en binôme, parce que le Groenland interdit de le faire en solo, question de risque. Et donc, du coup, j'ai commencé à construire ça et j'ai dit à ma femme, écoute, j'ai une super expert, on va faire ça tous les deux. Bon, elle est triathlète, donc ça aide, hein, elle est très sportive. Et elle dit, mais c'est quoi? Non, je te dirai en rentrant. Le dimanche, quand je suis rentré de l'Everest, donc elle m'a cuisiné, je dis, écoute, je vais te le dire, voilà, donc par un jeu de questions-réponses, elle s'est arrivée au Groenland. Bon, j'ai vu qu'elle ne sautait pas au plafond d'affronter le grand froid. Et pendant un mois, d'être à moins 40, j'ai vu que franchement, ça ne me motivait pas tellement. Mais surtout, ça c'était le dimanche. Et le mardi, je lui apprends la mort de mon ami Dick Sor, qui était un des grands aventuriers de notre temps sur les espaces du Grand Nord, et qui est mort, qui est tombé dans une crevasse au Groenland. Et donc, du coup, je lui dis le dimanche, c'est génial, on va faire le Groenland. Et le mardi, 2 jours plus tard, je lui apprends que quelqu'un de très expérimenté est mort, donc ça l'a un peu refroidi. Voilà. Donc, mais voilà, j'aimerais bien faire ça. Stéphane, peut-être la dernière question? Est-ce que tu as facilement accès aux émotions de tes collaborateurs pour les inciter à avoir leur propre Everest à eux, à leur échelle? Alors, tu sais, systématiquement, quand je fais le tour de mes entreprises, alors maintenant, je ne le fais plus avec le Covid où je ne leur serre pas la main. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un grand manque. Parce que tu t'aperçois quand tu serres la main, tu vois la façon de serrer la main et tu vois leur visage, leur regard. Et donc, du coup, tu as accès aux émotions des gens comme ça, voir comment ça va ou pas. Quand je vois que ça ne va pas, je leur pose la question. Et des fois, j'ai des gens qui me disent, si, ça va très bien. Je dis, mais non, je vois bien que ça ne va pas. Mais si, Pascal, ça va très bien. Écoute, non, je vois bien que ça ne va pas. Et donc, là, on commence à parler, bah ouais, ma fille, ma mère, ma femme, etc. Bon, je n'ai pas vraiment accès à leurs émotions, mais quand on fait attention, on a accès aux émotions. Rappelle-moi le reste de la question, Stéphane, pardon. Comment est-ce que tu peux réussir à les inciter à avoir leur propre objectif d'Everest à leur échelle? Eh bien, justement, quand je suis parti au pôle Nord, je leur ai dit, ça c'est mon pôle Nord à moi, et posez-vous la question, ce que je vous dis à vous aujourd'hui d'ailleurs, c'est quoi votre pôle Nord à vous? Et non seulement je leur ai dit, mais je leur ai dit, faites votre pôle Nord à vous pendant que moi je vais aller au pôle Nord. Et je leur ai dit la même chose avec l'Everest, faites votre Everest à vous pendant que je suis parti là-bas. Et donc je lui ai dit, mais peu importe votre pôle Nord, il n'y a pas de jugement de valeur, comme disait Hervé tout à l'heure. Et je leur ai dit, mais je vais peut-être lire la Bible qui est sur votre chevet que vous voulez lire depuis 15 ans, amener votre femme au restaurant que vous en parlez depuis 15 ans, etc. Donc, je les ai invités à faire ça pour qu'ils aient leur pôle Nord à eux. Et il y en a qui l'ont fait. Et il y en a qui ont fait, et je leur ai dit, attention, le pôle Nord d'aujourd'hui n'est pas le pôle Nord de demain. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est simplement de dire, écoute, je vais aller à Nantes en vélo. Et puis après, ils feront encore autre chose. Et là, je le vois sur l'Everest, j'ai un collaborateur, un commercial qui me dit, hey, Pascal, c'est génial, je voulais faire aller de Martigues, enfin, je ne sais plus où il est, lui, ce commercial, il a changé parce qu'il est à Bordeaux maintenant, mais il était dans le sud. Et puis, il y a un truc qu'il voulait faire en montagne. Il en a fait, c'était 8 jours de suite. Il a dit, j'ai aussi 6 jours, mais Pascal, je vais m'y remettre, je vais refaire ça. Donc, tu vois, j'essaye de les inviter à ce passage à l'acte. Et j'ai eu un témoignage d'une assistante de direction d'un groupe industriel du CAC. Et donc, je lui avais dit la même chose à mes clients, tu vois, les clients dont je suis proche. Et puis, quand je suis revenu du pôle Nord, elle m'a dit, tu vois, Pascal, cette femme a eu un cancer du sein. Et quand je suis parti au pôle Nord, ça faisait des années que son mari voulait l'emmener à Venise.
Et ça faisait 20 ans, je crois, des années, je crois que c'était 20 ans, il m'avait dit que qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Venise, quoi. Et quand je suis parti au pôle Nord, elle a dit à son mari, partons à Venise. Ils sont partis à Venise et elle m'a dit que ça avait été merveilleux. Et ça, tu vois, c'est pour moi, ça a été un cadeau énorme, tu vois, de l'inspiration que je leur ai donnée et à certaines personnes qui vont dedans, qui osent. Après, il faut être franc. Tu as toujours une courbe de Gauss de la population. Dans mon groupe, tu as des gens qui disent « Ouais, mais enfin, c'est n'importe quoi son truc. Au lieu de dépenser du fric à faire ça, il ferait mieux nous augmenter. » À des gens qui disent « Ouais, c'est extraordinaire, c'est génial, j'adore mon patron. » Je reçois des mails de gens qui ne parlent jamais, tu vois. Des gens mais tu ne vois jamais, qui sont très discrets. Et puis un jour, tu reçois un mail « J'adore mon patron. » Et d'autres qui disent « Prenez soin de vous, Pascal. » Tu vois, une déléguée du personnel dans une de mes structures. Il dit, écoutez, monsieur Noël, moi, je trouve ça génial que vous fassiez ça, mais moi, je n'aimerais pas que vous partiez. Je dis, pourquoi, Rachel, vous ne voulez pas que je parte? Je dis, ouais, parce que si vous ne revenez pas, ça va être trop dur pour nous. Tu vois? Donc, tu as tout dans une structure. Et donc, tu as des gens qui vont oser passer à l'acte, faire leur pôle Nord à eux, d'autres qui disent, ouais, bon, après tout, moi, je suis content de ma vie, ouais, bon, on verra plus tard. Tu as un peu de tout. Moi, j'essaye de semer des graines et de faire en sorte qu'elles poussent. Et je vais rajouter un petit truc qui n'est pas dans ta question, mais qui m'a marqué et j'aimerais vous apporter ça. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, par rapport à vos entreprises. Quelque chose qui m'a marqué, j'étais à Toulouse, on prenait un apéro dans un marché et puis il y a un copain de mon ami du moment qui arrive. On était un samedi, tu vois, et puis on discute et puis elle lui dit « Ah, ben, tu as fait polo ». Et Nathalie, donc, lui dit « Attends, polo ». Pascal, ça Attends, juste… Pardon. Tu peux revenir 30 secondes en arrière parce que ça a coupé. Voilà, merci Sonia. Donc, du coup, je dis, je suis à Toulouse dans un marché, et puis il y a un ami qui passe par là, de ma copine du moment, et puis on discute, il est chef d'entreprise, et puis mon ami lui dit, bah, tiens, tu as fait quoi hier? Il dit, bah, je suis parti faire du polo. Et il lui dit, tu as fait du polo? Tiens, mais en tant que chef d'entreprise, tu ne te fais pas chier. Et moi aussi, je trouvais qu'en tant que chef d'entreprise, il ne se faisait pas chier. Tiens, vendredi, aller faire du polo. Et lui, il fait cette réponse-là, et il lui dit, bah oui, attends, mais sinon, ça sert à quoi d'être chef d'entreprise? Et moi, si tu veux, ça m'a marqué, ce truc-là. Et je dis, putain, mais c'est qui ce mec-là, quoi? Parce que dans ma philosophie, non, tu ne vas pas jouer au polo le vendredi. Tu bosses, quoi. Tu ne vas pas sortir de ta boîte. Tu ne vas pas laisser les gens. Tu as des clients, des fournisseurs, des problèmes à régler. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est surtout sa philosophie qui m'a dit, à quoi ça sert d'être chef d'entreprise si tu ne peux pas en profiter? Et comme on sait que par ailleurs, il y a un dicton qui dit qu'il n'y a pas des coffres forts qui suivent les corbillards, et donc du coup, lui, il se servait de sa position de chef d'entreprise justement pour sa liberté. Et moi, tu vois, qui prenait ça, j'arrivais même pas à accéder à cette liberté-là de prendre un jour, et je le jugeais négativement parce que ce gars-là, il prenait un jour pour aller jouer au polo le vendredi. Et ça, c'est pour moi, je vous livre ça, parce que ça a été pour moi un déclencheur à un moment donné pour me dire, ben oui, je suis chef d'entreprise, et pourquoi je n'irais pas prendre du temps pour ma propre liberté par rapport à mes goûts? Sinon, effectivement, ça ne sert à quoi? Et après, j'ai fait le chemin à l'envers. Je dis, mais attends, Pascal, tu as toujours voulu être chef d'entreprise pour qu'on ne t'impose pas les idées des autres et que tu ne sois pas dans l'obéissance, d'avoir ta liberté de décider. Mais au bout du compte, tu te rends compte que tu n'arrives même pas à me dire que grâce à ça, tu peux faire ce que tu veux. Et ça a été pour moi un point amplificateur de désemprisonnement de ma passion pour ma société. En écoutant mes autres passions que j'enfouissais à côté. Parce que Hervé, tu l'as dit, moi, tu sais bien, Hervé, on s'est connus dans d'autres contextes. Je suis passionné par mon groupe et l'histoire que j'écris et ce que je fais. Mais j'ai d'autres passions et ces autres passions-là, elles étaient au fond du puits parce que, voilà. Bien, mais écoutez, merci, vous m'entendez? Oui, Sonia, on t'entend. Parfait. Il est 18h37, alors on pourrait continuer longtemps comme ça. En tout cas, je ne sais pas, vous voulez dire un dernier mot par rapport à ce que vous avez entendu, partager votre ressenti? Oui, moi, ça m'intéresse. Moi, je vais juste raconter une petite anecdote. J'ai reçu un courrier qui m'a surpris cette semaine. J'ai reçu un courrier de l'organisme de retraite et j'ai constaté que j'étais déjà arrivé à plus de la moitié.
de ce que je dois faire. Et donc, ça catalyse ce type de réflexion en se disant, voilà, j'ai bâti pendant la première partie de ma carrière, comment est-ce que j'essaye d'en tirer les fruits et de bénéficier et de profiter du temps encore qui reste à la fois dans le monde de l'entreprise et à la fois à titre personnel. Donc, ça fait écho à ton discours et à savoir comment on se crée nous-mêmes nos propres Everest et être accompli, que ce soit dans le cadre de l'entreprise ou sur le personnel. Merci Stéphane. Hervé? Guillaume? On veut simplement dire merci à Pascal, c'était très inspirant. Merci Guillaume. Hervé? Merci Pascal, toujours atypique hein, dans ton approche, mais toujours aussi captivant. Voilà, donc moi je peux te dire que je vais aller voir de la lave couler. Quelque part, c'est mon Everest. Ça fait des années que j'ai envie de la voir, la lave couler en vrai. Et voilà, ça germe, mais ça va se faire. Souvent, tu vois, Hervé, ce que j'ai constaté, il y a un livre sur le cerveau que je vous engage à lire, qui est vraiment passionnant et facile à lire, qui s'appelle « Lire avec les oreilles ». Ouais, déjà, le titre est provoquant. Et il explique qu'il y a une partie du cerveau qui est relatif au passage à l'acte. Par exemple, il cite 2 cas où il y a un gars qui a une cigarette dans la bouche, il a envie de fumer, il prend une cigarette, il est avec son briquet et il est atteint au niveau du cerveau, hein, il est là et il attend, il ne bouge pas parce que son cerveau a une lésion et il n'allume pas sa cigarette. Il y a quelqu'un qui dit ben, allume ta cigarette, hop, il allume sa cigarette. Et il cite l'autre cas avec une tondeuse, le gars avec la tondeuse, il est avec sa tondeuse et puis il s'est arrêté parce que son cerveau ne passe pas à l'acte. Et du coup, il y a quelqu'un qui dit ben, vas-y, allume la tondeuse, il allume la tondeuse et il tombe. Donc on voit qu'il y a dans le cerveau, il y a la notion de passage à l'acte qui est importante. Et souvent, on a des idées et on est quand même programmé sur le plan judéo-chrétien, c'est après que c'est bien. Après, tu seras marié. Après tu auras de l'argent parce que tu auras bossé. Attends, après, les enfants sont élevés, on en profitera. Attends, mais on en profitera après à la retraite. Et puis, t'inquiète pas, après, il y a le paradis. Donc, c'est toujours après. Mais il faut toujours savoir qu'on est sur le bord de la falaise et qu'on peut mourir demain. Exactement. Donc, voilà, c'est ça que je vous invite à faire. Si je vous ai apporté quelque chose aujourd'hui, c'est dans cette réflexion-là, notre programmation, c'est toujours demain. Et on croit qu'on a plein de temps demain. Voilà. Et j'avais dit un jour à quelqu'un, je lui ai dit, tu sais, dans l'entreprise, tu as la possibilité de prendre des dividendes temps. Et pour moi, le temps, le dividende temps est quelque chose qu'on a de plus précieux que l'argent.